Je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry. Mais si, Xav, ça ira. Je te le promets. On va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir. Oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse. Ah non, merde, une fois pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage. Ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde, un coffre. Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans. Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous. Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction? Oh, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. Laissons nos auditeurs la chance de gagner. Salut les auditeurs. Tu parles à qui, là? Ben, aux auditeurs. Mais il y a personne. Oui, mais tu m'as dit de poser la question, alors du coup... Bref, alors, le podcast dont vous êtes le héros vous offre via l'aide de Tin Man Games l'une de leurs applications Fighting Fantasy. À celui qui pourra répondre le plus vite à la question. Génial! Tin Man Games qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité. Ah, alors là, celui-ci, je l'ouvre. Tu devrais pas faire ça tout de suite, Jerry. Ah merde! Le coffre a des dents! Ça s'appelle un mimique. Oh, secours, il me lâche pas! Alors, auditeurs, à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau@tau-central-ceti.org pour essayer de gagner une application Tin Man Games. Me grignoter les fesses. Allez hop, Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 15. La sorcière des neiges. Aventuriers, bienvenue au 15e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme toujours, moi c'est Xavier, et cette fois, comme vous vous attendez, je suis solo. Voilà, Jerry n'est pas à mes côtés, on essaye d'en produire un peu plus. Voilà, je suis bien motivé et j'espère vous faire bien plaisir avec le livre que nous allons attaquer aujourd'hui. Alors comme vous avez vu, c'est le grand froid, ça caille, hein. Donc j'espère que vous êtes tous bien au chaud, en train de vous réchauffer à feu de cheminée, un radiateur qui chauffe à fond, tout ce qu'il faut pour être vraiment à l'aise avec une couette au-dessus de vous, ou s'il fait assez chaud, juste à vous poser dans votre fauteuil. Et pour cette première session solo, voilà, nous allons attaquer La sorcière des neiges. Voilà, un magnifique livre dont vous êtes le héros, qui est assez long, hein, finalement. Il y a une l'histoire est très longue et vraiment, je trouve vraiment intéressante. Je vais vous raconter mon expérience avec le livre, parler un petit peu de l'histoire du livre, et pour vous prévenir à l'avance, comme le livre est assez long, je vais donc diviser le podcast en deux. Donc voilà, cet épisode-là, le 15, on va parler de la première partie, et puis donc le 16, je reprendrai donc la deuxième. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous réserve la surprise. Et pour ceux qui ont lu le livre, je pense que vous devinez ce qui est la deuxième partie. Avant de commencer à plonger dans l'univers, discuter d'Ian Livingstone, voilà, je vous propose qu'on lise un peu les courriers de nos lecteurs, car j'en ai reçu pas mal et je peux vous dire que ça fait bien chaud au cœur. Commençons par un courrier de Sébastien. Sébastien qui nous dit « Félicitations pour votre travail. J'apprécie beaucoup. Vous m'avez ramené dans ma jeunesse et du coup je rachète quelques exemplaires des anciennes éditions des livres dont vous êtes le héros, car trop envie d'y rejouer. Et ces illustrations sont magnifiques. Longue vie à votre podcast qui déchire, cordialement. » Sébastien, merci beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir de lire ton mail. Je suis vraiment heureux de savoir que tu t'es remis à racheter en fait des exemplaires, à commencer ou compléter une collection. C'est génial. C'est vrai qu'on est plusieurs, hein, comme dans la communauté Facebook, on est plusieurs à discuter, poster un peu nos trouvailles. Alors c'est vrai qu'il y a des perles rares, mais je trouve ça super. C'est vraiment
une passion, je trouve vraiment amusante et excellente, quoi. De mon côté, je les collectionne aussi. J'essaye de terminer la collection. Et récemment, voilà, je me suis mis à collectionner, comme ça faisait un moment que j'ai toujours une Amstrad et une Sinclair chez moi, aussi une ZX Spectrum, et j'essaye de compléter donc la collection des livres dont vous êtes le héros sur Amstrad, CPC et ZX Spectrum. Alors je pose quelques photos de temps en temps, mais voilà, ça s'avère être une tâche un peu difficile. Bon voilà, c'est de l'import souvent de l'Angleterre, hein. Rares sont les... Je sais même pas si j'ai vu une édition française, la plupart sont en anglais. Aussi, quelque chose que j'aime beaucoup, alors si certains de vous ne le savent pas, je vous conseille par juste découverte artistique, ce sont les couvertures des éditions américaines des Défis Fantastiques. Il n'y a pas eu toute l'adaptation de la saga, voilà, comme on avait discuté précédemment dans notre premier podcast, il me semble dans d'autres, où voilà, les Fighting Fantasy n'avaient pas autant marché en Amérique qu'en Europe. Et donc voilà, c'est les éditions américaines, si vous êtes intéressé de voir vraiment des illustrations complètement, mais une mise en page complètement différente des versions françaises ou anglaises, je vous conseille d'explorer un peu les éditions américaines. Et là, j'essaye de compléter ma collection. Ça s'avère être une tâche assez difficile parce que il y a eu peu de publications. Et je vous admets que aller dans les brocantes, les trocs et puces, on les trouve jamais. Alors c'est pas parce que c'est un objet de collection. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être une petite communauté niche, hein. Mais voilà, j'ai récemment trouvé quelques-uns et je peux vous dire que c'est vraiment intéressant et c'est assez sympa de voir justement cette réédition américaine. Je trouve ça marrant que les jaquettes, les illustrations, tout a été adapté autrement. Alors il y a un feeling sûr et certain Donjons et Dragons. Voilà, quand on regarde les couvertures, on a vraiment l'impression de voir des livres annexes Donjons et Dragons. C'est vraiment intéressant. Alors, je continue avec le courrier des lecteurs. Nous avons aussi reçu un mail de Hervé. Alors, Hervé qui nous remercie d'abord pour la qualité de nos podcasts. Il nous dit que ça lui fait chaud au cœur et ravive sa nostalgie pour les livres-jeux. Hervé, on est très heureux de pouvoir produire cet effet. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir de lire ton mail. Et écoute, génial, hein. N'hésite pas à partager davantage et continue à nous écrire, hein, sur ton expérience des livres-jeux. Avec Jerry, on trouve ça... Alors moi je trouve ça génial à lire et voilà, si ça vous dit, moi ça me fait plaisir de raconter vos histoires à travers le podcast, d'en parler davantage parce qu'on a tous eu des expériences vraiment intéressantes, je trouve. Chaque livre est unique et puis c'est clair que notre imagination n'hésite pas à déborder de créativité à chaque fois qu'on se met à lire un de ces livres. Alors Hervé continue dans son mail aussi en m'expliquant, en retournant justement sur un détail sur notre podcast du Manoir de l'Enfer, House of Hell. C'est vrai que j'ai mentionné que la femme qui était capturée était une infirmière. Et Hervé m'explique justement qu'il a relu le bouquin et qu'il n'a pas du tout trouvé la trace d'une infirmière, que c'est bien une jeune servante qui est emprisonnée, vous savez, puis après emmenée à un sacrifice. Il n'y a pas moyen de la sauver. Donc oui, c'est vrai, Hervé, écoute, j'ai fait mes recherches, il me semble que c'était quelques jours après le podcast, parce que ça me travaillait un peu d'esprit. Je me dis, mais pourquoi une infirmière ? Alors je pense que c'est peut-être que j'ai un peu trop vu de films d'horreur, hein, La cabane dans les bois, les Evil Dead et compagnie, hein, donc je pense que je me suis fixé là-dessus, une infirmière, quand ce ne l'est pas du tout. Alors peut-être que c'est la maison de l'enfer, je pense aux infirmières de Silent Hill, parce que vous savez, l'ambiance, quelque chose de lugubre, enfin je ne sais pas, mais c'est vrai. En tout cas, merci Hervé d'avoir amené ce détail et d'avoir enquêté pour nous justement dans le livre. Hervé nous dit aussi à la fin de son mail, serait sympa si vous pouviez chroniquer les livres de Jonathan Green, plus récents que les Livingstone, ou des Keith Martin par exemple. Il nous souhaite ensuite bon courage et bonne continuation, bonne année 2015. Hervé, merci beaucoup, bonne année à toi aussi, et d'ailleurs, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est le premier podcast, hein, de janvier. Le précédent que vous avez écouté, hein, l'épisode jeu, c'était enregistré en 2014. Et donc voilà, chers auditeurs, Hervé, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2015. Je vous souhaite de découvrir encore plus de livres dont vous êtes le héros. Pour ceux qui les écrivent et qui les produisent, je vous souhaite très bonne continuation. Et pour nous, ceux qui consomment les livres, je vous souhaite encore de bien développer votre imagination et de vous préparer à vivre des aventures encore plus incroyables. Hervé, merci beaucoup pour ton enquête. Et oui, en effet, c'est clair et net qu'on arrivera au livre de Jonathan Green et Keith Martin. C'est sûr. Là, c'est vrai qu'avec Jerry, vous voyez, on fait un peu les premiers livres dont vous êtes le héros, et puis on passe par Loup solitaire, Loup ardent. On essaye de
je dirais pas chroniquer, mais on essaye de lire un peu dans l'ordre. Et en fait, pourquoi on fait cela? Vous voyez, c'est pour qu'on puisse sentir l'évolution des livres dont vous êtes le héros à travers le temps, qu'on puisse mieux comprendre l'interprétation par différents écrivains et comment ça a été transmis, en fait, le savoir-faire de Steve Jackson et Ian Livingstone à Jonathan Green, Keith Martin, et aussi eux, ils ont ajouté énormément de complexité, de créativité. Donc voilà, c'est juste pour nous comment on se fixe là-dessus, comment on développe, et c'est vraiment une très belle expérience. Quand on passe du Sorcier à la montagne de feu à Sorcellerie 4, à Loup ardent, voilà, c'est différents écrivains, différents univers, mais voilà, ce côté commun, bien sûr, du paragraphe numéroté, cette consistance, c'est vraiment intéressant. Donc c'est une très belle aventure à suivre, en effet. Et j'ai aussi reçu un mail de Fabien. Alors Fabien, on a communiqué par mail quelques fois. Salut Fabien, écoute, merci beaucoup pour tes mails, c'est vraiment un plaisir de communiquer avec toi. Alors Fabien me ramène un détail très intéressant, et d'ailleurs je me demande pourquoi j'ai pas touché ce sujet. On aborde souvent les jeux vidéo de la Nintendo ou autres systèmes, et pas Sega. Alors j'ai grandi avec les Nintendo et la Super NES. C'est pas parce que j'étais pas intéressé par Sega, c'était juste, je ne sais pas, c'était juste un choix, voilà. Mais les amis avaient la Sega Mega Drive, Genesis, hein. Donc ouais, c'était un vrai plaisir. Et c'est vrai que, écoute, j'en profite, Fabien, pour parler vite fait de jeux Sega, des RPG qui étaient fantastiques. Je me souviens aussi de Eye of the Beholder, donc l'adaptation de Donjons et Dragons sur la Mega Drive. Ça, c'était terrible, avec les graphismes incroyables. Et un autre jeu que j'avais joué énormément, adapté d'un fameux jeu de rôle, c'était Shadowrun. Alors Shadowrun, il y avait la version Super NES, et puis il y avait une version Mega Drive. Et la version Mega Drive était incroyable. Croyez-moi, c'était impressionnant. Alors en fait, dans Shadowrun, on partait à la recherche vraiment du meilleur équipement. Il y avait le monde du hacking qui était superposé par-dessus un monde ouvert. Un peu, le jeu était un sandbox game, hein, comme les GTA aujourd'hui. Bon, moins les graphismes, hein, nouvelle génération. Mais voilà, on se baladait dans Seattle, monde ouvert. C'était une chouette expérience avec ce côté RPG dans les bastons. Disons que les deux jeux Shadowrun, hein, celui de la Super NES et celui de la Sega Mega Drive, étaient excellents. Aujourd'hui, ce sont des objets de collection. Très très difficile à obtenir, boîtier compris, surtout les versions NTSC, alors là ça devient difficile. Shadowrun est vraiment un univers fantastique en jeu de rôle. Donc ouais, là, la Mega Drive, c'était vraiment une excellente console. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour vous parler un petit peu plus, avant les livres dont vous êtes le héros, de certains jeux qui nous font penser justement à ces livres, hein, parce que, comme j'avais dit dans l'épisode des news, l'univers du RPG et du jeu d'aventure surtout, pour moi, est très important à l'univers des livres dont vous êtes le héros. Tout cela, bien sûr, avec le jeu de rôle. Ce sont des univers qui se mélangent, et il y a cette harmonie, justement, entre chacun, où on retrouve cette passion, mais juste sur un autre support, et elle marche, elle est toujours fabriquée, vous savez, développée de la même façon. C'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà, donc Fabien, merci beaucoup. Je reviens vers toi, Fabien, à très bientôt, car voilà, j'annonce aux éditeurs, on va faire un épisode spécial sur une émission de télévision. Je vous garde la surprise, je vous en dis pas plus, mais voilà, bien sûr, c'est un lien sur l'univers, voilà, héroïque, fantasy, jeu, interactivité. Je pense que certains d'entre vous ont déjà le nom en tête, et voilà, donc ça sera pour bientôt. Et je vais demander à Fabien justement de pouvoir m'aider à écrire et à développer cet épisode en podcast. Enfin voilà, donc le mail de nos auditeurs, je vous remercie à toutes et à tous, ça fait vraiment grand plaisir. Et si vous voulez nous écrire, nous raconter vos histoires, récemment j'ai publié un post où je proposais justement, si vous voulez enregistrer votre expérience par audio, vous pouvez m'envoyer le fichier audio par mail. Vous pouvez trouver notre mail, hein, sur notre site web, donc www.tau-ceti.org/podcast. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a un lien tout de suite, et là vous pouvez nous envoyer, si vous voulez partager, pour moi ça sera un grand bonheur justement de vous écouter, et surtout de vous partager avec toute la communauté de nos auditeurs du podcast dont vous êtes le héros. Alors voilà, sans plus attendre, allons-y, plongeons dans l'univers du livre. Mais avant cela, comme d'habitude, je vous propose d'écouter un morceau de musique. Cette fois-ci, un morceau du groupe Tangerine Dream. Voilà, certains vous le savent peut-être, mais la semaine dernière, Edgar Froese. Donc Edgar Froese, c'était un peu le leader de ce groupe allemand
électro, psychédélique. Tangerine Dream est très très connu pour leur bande originale sur certains films inoubliables comme Légende de Ridley Scott, Risky Business avec Tom Cruise, aussi le film un peu caché de Michael Mann qui n'ose pas sortir en DVD ou Blu-ray, The Keep. Donc voilà, c'est un groupe vraiment impressionnant, je trouve. Si vous aimez la musique électro, c'est assez hypnotisant. Et voilà, donc Garth Rose, hélas, n'est plus de ce monde. Et pour lui rendre hommage, voilà, je vous propose d'écouter un morceau d'Edgar Froese. Mais justement, Tangerine Dream était un groupe très important sur l'influence composition électro, le krautrock comme on dit. Tangerine Dream. Je voulais vous proposer d'écouter donc un remix de Betamax, donc du morceau Love on a Real Train qui vient du film Risky Business. Voilà, donc un excellent morceau. Tout cela pour bien nous réchauffer avant d'attaquer cette histoire bien frileuse. Voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite. Alors, discutons un peu plus de l'histoire de ce 9e livre de la collection des défis fantastiques Fighting Fantasy. Caverns of the Snow Witch, traduit par La Sorcière des Neiges, écrit par Ian Livingstone et illustré par Gary Ward et Edward Crosby.
Alors, le livre a été publié par Puffin Books en 1984 et a ensuite été republié en 2003, mais bien sûr sous l'autre éditeur Wizard Books, avec une nouvelle illustration de couverture très très sexy. Donc c'est pour certains d'entre vous qui connaissent, voilà, c'est la fameuse Sorcière des Neiges, robe rouge très sexy, très pin-up. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, écoutez, sur notre site web du podcast, on postera justement les deux illustrations de couverture qui toutes les deux, je trouve vraiment fantastiques. Alors, le livre a premièrement été publié en version courte dans le magazine Warlock. Alors, pour ceux qui connaissent pas le magazine Warlock, c'était un magazine créé par Ian Livingstone et Steve Jackson sous l'enseigne du Games Workshop. C'était, alors croyez-le, c'est fantastique, c'était un magazine que sur les livres-jeux, les Fighting Fantasy entre autres, hein, surtout les Fighting Fantasy. Et il y avait carrément des sortes de versions démo, des versions courtes des histoires que l'on connaisse. Et voilà, dans un des numéros, il y avait l'histoire courte de La Sorcière des Neiges. Alors c'est une version un peu réécrite, réadaptée, pour tenir sur quelques pages du magazine. Ça a aussi été le cas pour Le Manoir de l'Enfer. L'aventure, par contre, du manoir était réduite de moitié, justement pour aller dans le magazine Warlock. Puis après, ces aventures ont été éditées en version complète. C'est une version, on peut voir, de faire de la pub, et puis aussi, c'est un essai gratuit à l'aventure pour les futurs aventuriers, investisseurs. Voilà, c'était ce côté très sympa de Warlock. C'est génial, ça a l'air super, je vais pouvoir me procurer le livre dans quelques mois, ça sort bientôt. Donc c'était vraiment chouette d'avoir ce magazine Warlock. J'ai qu'une seule copie, j'ai le numéro 4, ils sont assez difficiles à obtenir parce qu'ils datent tous des années 80. Voilà, si vous avez la chance d'en avoir quelques-uns sous la main, éclatez-vous avec. Voilà, si vous lisez l'anglais, c'est vraiment un délire fantastique de retrouver des versions courtes de certains livres dont vous êtes le héros. Alors, plongeons dans les règles et le synopsis de l'aventure. Pour les règles, on garde les règles classiques des défis fantastiques, ce qu'il s'agit de rouler pour l'habilité, l'endurance et la chance, sauf quelques nouvelles règles de statut. Donc on peut attraper des gelures. Donc dans la version anglaise, c'était désigné comme les frostbite. Les gelures, donc on reste trop longtemps dans la neige. On a des membres qui sont exposés au froid extrême. Et donc, ce qui nous paralyse, ce qui nous réduit en fait nos points d'endurance assez rapidement et dramatiquement. Donc ça a ajouté ce côté un peu inquiétant à l'aventure, cette étape de survie, de bien faire attention au froid et de trouver surtout un abri, de rester au chaud. Et si vous lisez l'aventure, vous allez voir que vous vous en rendez compte très rapidement dans la première phase du jeu, on en parlera un petit peu plus de ces phases, mais la première phase du jeu où il s'agit un peu de survivre au grand froid. Donc le synopsis, pour vous lire le synopsis, comme il a été écrit à l'époque, donc les pics de glace abritent dans leur profondeur les terrifiantes cavernes de cristal, royaume de la cruelle sorcière des neiges qui a juré de plonger la planète dans une nouvelle ère glaciaire. Les 6 hommes qui gardaient l'avant-poste des pics de glace ont été massacrés par une effroyable créature. En échange de 50 pièces d'or, Big Jim le marchand vous confie la mission de chasser le monstre qui hante les régions alentours. Et c'est en vous lançant sur les traces de la terrible créature que vous serez amené à affronter la sorcière maléfique. Le sort du monde est entre vos mains. Alors voilà, ça se révèle vraiment être une histoire fantastique. Et ce qui est assez sympa de ce livre, j'en parlerai au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire, mais c'est que le livre propose par ailleurs pas mal de clins d'œil très intéressants à d'autres livres, et on se rend compte que ça se mélange extrêmement bien à l'univers d'Alancia, donc l'univers du monde de Titan, des défis fantastiques. Donc le livre a référence au labyrinthe de la mort, l'évocation de la ville de Fang, aux sorciers de la montagne de feu, surtout la montagne de feu, la rumeur de la disparition du mage, Zagor, et on parlera aussi de l'épreuve de la montagne, il y aura pas mal de dialogues là-dessus. Et surtout, on parlera, surtout ça, c'est le point le plus important, de la forêt de la malédiction. Là où vous allez rencontrer pas mal de personnes qui viennent de Pont-de-Pierre, donc Stonebridge, que vous allez croiser dans le livre. Donc voilà, alors souvent ces 3 livres, c'est plutôt 4 livres, qui sont connus pour être un peu ensemble. Donc c'est la Sorcière des Neiges, avec la montagne de feu, le
le labyrinthe de la mort, la forêt de la malédiction, donc le duel des champions. Vraiment, vraiment sympa. Et puis c'est le cas aussi pour d'autres livres, voilà, comme on avait parlé tous les trois sur plus de sujets. Vous savez, avec Ludo et Jiri, qu'il y avait d'autres livres qui se mélangeaient ensemble, enfin, qui se mélangeaient, c'est plutôt qui touchaient un peu le même sujet, on était un peu dans la même région. Ça pose un peu une ligne temporelle où on se rend compte des événements qui se passent dans l'univers des livres dont vous êtes le héros. Alors, avant de commencer l'aventure, auditeurs, je vous propose d'écouter un morceau pour nous plonger justement encore plus dans l'ambiance de ce livre. Alors, pourquoi pas un jeu vidéo assez fameux, hein, où l'aventure se passe quand même dans le grand froid du Nord. Et voilà, je parle bien sûr de Skyrim. Et je vous propose un morceau composé par Jeremy Soule qui s'appelle Son en garde. On se retrouve juste après. Alors, plongeons tout de suite dans l'histoire. Nous voici face à Big Jim. L'aventure commence. Alors, nous jouons un mercenaire qui assure la sécurité du convoi de marchandises de Big Jim Sun. Big Jim Sun est représenté en illustration, c'est une sorte de très grand homme, bien barbu, qui fume sa pipe, a l'air très très sympa. Hein. Le mec, on voit qu'il en a encaissé, on voit que c'est pas son premier trajet en caravane avec nous. Alors justement, après être arrivé à proximité d'un lieu dit qui s'appelle les Pics de Glace, voilà, c'est un endroit clé de l'univers de Titan.
on aperçoit les traces d'un massacre. Alors il y a du sang qui couvre la neige, avec des cadavres qui sont éparpillés, à ce moment bien violent, bien choquant, hein, et on remarque les empreintes d'une bête féroce. Et là justement Big Jim demande à toutes les caravanes de se réunir en cercle pour se protéger. On attend le soir, on fait un feu de camp. Et c'est là où Big Jim nous adresse la parole en nous disant qu'il nous propose pour 50 pièces d'or de chasser la bête. Alors, si vous jouez au jeu de rôle Défi Fantastique, 50 pièces d'or, c'est pas une petite somme. Donc, pour calculer un peu dans l'univers, c'est plutôt pas mal. Alors voilà, il nous donnerait cette somme pour chasser la bête, pour que la caravane passe sans souci. Et bien sûr, nous acceptons. Et c'est là que notre aventure commence. Alors moi j'appelle ceci la première phase de l'aventure. Il y a vraiment trois phases, donc vous allez voir, on va les entamer au fur et à mesure. Si vous trouvez qu'il y en a un peu plus, un peu moins, n'hésitez pas à partager. Hein. C'est vraiment la façon que j'ai interprété l'histoire de la sorcière des neiges. Alors l'aventure commence, on traverse un pont qui nous paraît assez inquiétant. Bon, avec un peu de chance, j'y arrive sans souci. Par contre, en sortant du pont, je me fais attaquer par la suite par 2 loups qui m'ont l'air d'avoir envie de me dévorer. Ça c'est clair qu'ils ont l'air affamés. Alors j'arrive à les gérer à coups d'épée, et je continue mon chemin. La neige commence à tomber de plus en plus et la nuit tombe vite. Alors c'est là, pendant tous ces moments-là où on traverse le pont, la neige tombe, le livre joue beaucoup sur, comme je disais, le gel, hein, nos membres qui commencent à geler, que ce soit nos mains, nos pieds. On risque d'attraper justement du frostbite. Et là, c'est assez stressant. Le livre nous dit, trouver de l'abri assez vite. Donc, on se dit, est-ce qu'on pousse plus loin? Est-ce qu'on pose maintenant? On pose quand maintenant? Donc, moi, la neige commence à tomber et je me dis, bon, stop. Il faut que je continue à faire mon chemin. Et le livre me dit justement, est-ce que vous avez de la gelure sur les mains? Je dis, non, ça va. J'ai ni sur les mains, ni sur les pieds. Je peux donc continuer. Mais je continue, j'insiste et je vois qu'il se passe rien du tout, je trouve toujours pas d'abri, donc je décide qu'il faut que j'en en fasse un. Donc je commence à couper de la neige avec mon épée, je commence à former des blocs et je me fabrique un sort d'igloo. Donc voilà, avec des blocs de glace et je me fabrique mon petit abri. Alors le lendemain, on continue le chemin et on tombe sur une cabane abandonnée. Alors on force la porte à s'ouvrir, car elle est coincée par la neige, mais qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Là c'est le bonheur, c'est un feu de cheminée qui va bien nous réchauffer. On découvre aussi sous le lit une panoplie d'armes qui était enroulée, hein. Et là on voit une lance et une hache. Alors justement je me sers des deux, de la lance et de la hache. Je me sers aussi d'une portion de soupe qui était en train de mijoter. Voilà, je me fais un petit repas et je repars dans la neige. Alors en continuant mon chemin, je croise un trappeur qui s'est fait attaquer par un yeti. Alors j'imagine tout de suite que je suis tombé sur sa cabane. Alors le livre justement me dit que je peux attaquer le yeti, mais avec la lance. Et si j'en ai une, je viens d'en trouver une, c'est parfait. Je lui lance dans le torse et après je me retrouve à l'attaquer, mais à lui faire quand même pas mal de dégâts. J'arrive à la battre. Et le trappeur m'explique que dans les montagnes réside une sorcière qui veut réduire le monde de Titan à l'ère glaciale. Elle cache un énorme trésor dans cette grotte. Là, je me dis, bon, désolé Big Jim, l'aventure m'attend. Et là, voilà, c'est ce que j'appelle la deuxième phase du jeu. Une fois qu'on a fini un peu cette début de quête dans le froid de Big Jim, on entre dans la vraie quête du livre, hein, c'est justement la caverne de la sorcière des neiges. Alors, j'approche de l'entrée magique, voilà, que m'a décrit le trappeur. Il nous explique que c'est une entrée, il a laissé un foulard, quelque chose pour qu'on puisse reconnaître. Alors, il y a une avalanche qui s'écroule, et là, j'ai pas de chance, je rate mon jet, mais un deuxième jet est me proposé. Donc, heureusement, celui-ci, je le réussis, et j'arrive à pénétrer dans les grottes après cette avalanche. Alors, à l'entrée se situe un bol de liquide jaune. Alors, je commence à cailler, j'ai perdu pas mal de vie avec l'avalanche. Bon, j'ai réussi à battre le Yeti et les loups, mais j'ai pris pas mal de dégâts. Donc, je me dis, on verra, hein, pourquoi pas en boire. Et c'est un liquide magique qui nous revigore d'énergie. Un liquide qui doit aider les sbires de la sorcière, je me dis. Car c'est juste à côté de l'entrée. Alors, je continue le chemin et il se divise en deux. Alors je me dis voilà, comme d'habitude, si je lisais avec Jerry c'est sûr qu'il prendra la droite comme il nous expliquait, hein. Et je me dis allez, je fais la même chose, je prends la droite. Et là je croise un elfe. Alors l'elfe est l'un des suivants de la reine. Alors je passe en faisant un petit salut de mon chapeau et j'arrive à lui faire croire que je suis l'un d'eux aussi, comme ça il ne m'embête pas. Je continue à marcher dans la caverne et j'arrive à un croisement. Et c'est là où j'entends 2 orques qui sont en train d'arriver. Et au lieu de courir, je décide de leur faire face.
Peut-être que je joue un peu trop à Shadow of Mordor ces temps-ci sur ma PlayStation, mais je me dis voilà, pourquoi pas, je vais les attaquer. Au lieu de courir, de me perdre, tomber dans un piège. Alors j'arrive à les abattre et je continue mon chemin. J'arrive justement devant la cuisine, et c'est là où il y a un orc et un néandertal qui sont en train de cuisiner. Alors, le portrait est assez sympa, non, quand même. Le petit orc, j'imagine, je sais pas pourquoi j'imagine un petit orc qui est en train d'utiliser un tabouret pour arriver à la taille du pot et à tourner la grosse marmite, et puis les néandertals qui est à côté en train de trébucher des pommes de terre. Donc, l'orc cuistot voit que j'ai l'air affamé, et m'offre une tranche de gâteau. Hop, allez, un point de stamina. Sympa, non, un petit bout de gâteau. Et par contre, voilà ce que l'on fait si l'on rate la bonne décision. J'ai fait l'aventure plusieurs fois, et ce que j'ai tenté, là, ce que j'ai expliqué, en fait, c'est ce qu'il faut pas faire contre le cuisinier. Il faut pas être sympa. Alors voilà, c'est le One Way de Ian Livingstone. Pour ceux qui savent pas, les livres d'Ian Livingstone, souvent, il y a qu'un seul bon chemin. Si on rate quelque chose, on paye cher plus tard. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner quelques pages en arrière et il faut décider de tuer le cuisinier et le chef. Donc je tue l'homme de Néandertal et le orc gnome chef là part en criant pour des renforts. Et donc j'en profite pour fouiller la cuisine. Et c'est là où je trouve un livre. Et je décide de le lire. Et on se coupe les doigts à cause d'un piège au-dessus contre les voleurs. Mais dedans, on découvre une amulette de courage. Alors c'est une amulette qui va beaucoup servir dans l'aventure. Et il y a aussi un pieu avec des gravures de runes et une flûte. Voilà, des objets qui seront très très utiles. Donc, on continue notre chemin. Et là, j'aboutis dans une salle où des hommes vêtus de capes sont en train de prier devant une statue de géant de glace. Alors, je me dis tout de suite, j'essaye de me dissimuler et de prendre la sortie de droite. Mais, pas de chance, l'un d'eux me demande pourquoi je ne prie pas. Ah, je dis vraiment, j'ai pas de chance du tout. Donc, dans ma première aventure, je me souviens, j'avais décidé de profiter de ce moment-là pour m'enfuir. Et c'est là où il me lance des fléchettes, et là, il essaie de m'attraper avec un fouet. Je tente ma chance, et j'arrive à esquiver les deux, je continue mon chemin. Et voilà, j'avais réussi. Mais voilà, je me dis, bon, quand j'ai refait l'aventure, je voulais essayer quelque chose de différent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ma deuxième aventure où j'ai rencontré ces hommes en train de prier? Alors, j'ai maintenant, voilà, la flûte, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je leur explique que je viens jouer pour la reine. Et en leur montrant la flûte. Ils ont aucun doute sur moi, et ils me laissent passer. Voilà, c'est parfait. Donc, je continue, et là, je croise un nain qui est piégé dans un trou, qui est tombé apparemment dans un piège. Donc je l'aide à sortir, et en récompense, il me dit de faire attention au rat blanc, et m'offre une fronde. Une info cruciale à l'aventure, et aussi la fronde cruciale. Donc là, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas rater, sinon c'est l'échec. Si je me trompe pas. Voilà. Alors, je lui indique la sortie, et il part rejoindre sa famille. Donc là, je continue. Alors j'arrive dans une salle où se trouve un sarcophage. Et là il y a une petite souris blanche qui sort et je vois qu'elle est en train de se métamorphoser en dragon. La chose incroyable, vous trouvez pas, non? Alors là, Ian Livingstone, c'est le grand délire de l'univers de Titan. Pourquoi pas, hein? Donc qu'est-ce que je fais? Je l'attaque et je balance de la poudre qui se trouve dans la corne de Minotaur. J'avais récupéré, un peu plus tôt, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai récupéré une corne de Minotaur. Et puis c'est ce qu'il faut faire, c'est un blocage de sort, et ça empêche donc la souris blanche de se métamorphoser. Puis le sarcophage s'ouvre, et là, la Reine des Neiges est dedans, et c'est une vampire. Et là, j'avais aussi récupéré la gousse d'ail. Voilà, il y a quelques objets, j'ai oublié de vous dire. Il y a tellement de choses à récupérer dans ce livre, c'est carrément dingue. Mais voilà, ça c'est des choses qu'il vous faut à tout prix. Hein. Donc je sors ma gousse d'ail et je lui plante mon pieu, celui qui a les runes, dans son cœur. Et je me retrouve avec assez de stamina. Donc juste ce qu'il faut pour ne pas mourir. Donc son corps moisit rapidement, comme toutes les légendes, le lore des vampires. Son corps finit même par se décomposer et finit en cendres sur le sol. Un truc vraiment atroce. Quand on voit que c'était la belle pin-up, c'est bien dommage. Et là, une drôle de forme apparaît sur le mur du fond. Alors je vais voir ce que c'est, je m'approche de plus près, et en creusant à travers la glace, je découvre un coffre avec une idole en or. Parfait, non? Mais l'idole se transforme en sentinelle d'or. Là, c'est un combat aussi balèze que ceux qu'on vient d'affronter, hein.
Voilà, vous vous disiez, ah, c'est bon, j'ai abattu la sorcière des neiges, c'est le titre du livre, c'est la fin de l'aventure. Et non, pour attraper le trésor, voilà, on doit battre cette énorme sentinelle d'or. Alors, je gagne le combat. Et le boss, comme je dis, devrait indiquer la fin, non ? C'est intéressant. Alors là, je découvre un trésor, 600 pièces d'or. Par contre, le livre nous ajoute une règle très spécifique. Donc, pour chaque 150 pièces d'or, on doit laisser un objet derrière nous. Ah, c'est un peu difficile. Bon, je joue le jeu. Je me dis, ok, allez, je prends 450 pièces d'or. Je laisse ma lance, mes provisions et ma potion de force. Voilà, je laisse des choses assez importantes, mais faut jouer le jeu, non ? Je dirais, il y a pas mal d'or. Donc voilà, en voulant quitter la pièce, et là je rencontre deux personnages, donc voilà, Maynaf, alors dans la version anglaise, il s'appelle Red Swift, et Stubb, donc Maynaf c'est un elfe, et puis Stubb c'est un nain assez balèze, le nain typique, le nain guerrier. Donc il m'explique qu'on peut pas s'enfuir et que l'entrée principale est bloquée par ces fidèles serviteurs de la Reine des Neiges qui veulent nous tuer. Alors voilà, c'est intéressant, on se dit on a tué le boss, c'est la fin, je veux dire la montagne de feu c'est le cas, on tue Zagor, après bon il y a le trésor à découvrir, hein. Mais voilà c'est sympa cette aventure, et puis on arrive assez vite à la Reine des Neiges, donc ça fait un peu bizarre. Donc voilà, ces deux personnages, donc Maynaf et donc le nain Stubb, Red Swift en anglais, Red Swift, ce qui est assez sympa, ce qui veut dire rouge rapide. Donc voilà, Red Swift et Stubb montrent qu'il y a un passage secret à travers un mur invisible, comme pour l'entrée principale, vous savez, pour entrer dans la grotte de la sorcière. Et en fait, c'est la sortie secrète de la reine. Donc on continue. Et là, je découvre sur le sol de la nouvelle pièce une orbe. Et là, bien sûr, c'est l'orbe de la Reine des Neiges. Donc ça doit être peut-être sa boule de cristal, quelque chose. Mais bon, je décide de le prendre dans mes mains. Je décide de le ramasser et de garder dans mes mains, malgré les conseils de mes nouveaux alliés qui me disent de le touche pas, ça appartient à la rose sorcière. Je dis non, ça va aller, t'inquiète pas. Et en fait, c'est assez sympa car en touchant cette boule chaude, enfin ce morceau de boule chaude là, ce qui me redonne en fait des points, donc un point de chance et 3 points de stamina. Vous voyez comme quoi ça vaut le coup de prendre des risques, même quand vos nouveaux compagnons vous le déconseillent. Alors, ensuite, nous retournons dans une salle où se trouve une porte menant vers le bas des grottes. Et là, l'équipe, on tire à la courte paille, qui doit tenter d'ouvrir. Donc voilà, c'est Red Swift, Maynaf, qui est l'élu. Il remarque que la poignée est piégée et qu'il y a un bouton qui se trouve caché en dessous. Il appuie dessus et la porte révèle un chemin, mais aussi des bottes magiques d'elfes. Ah, c'est parfait, des bottes qui permettent de ne pas faire de bruit. On tire encore à la courte paille et que du bonheur, que de la chance, hein, je gagne les bottes. Alors on continue et nous croisons un homme des cavernes. Je le combats en indiquant à mes compagnons de continuer leur chemin. Voilà, j'essaye un peu de jouer le gentil. Et je là-bas, je découvre dans sa poche un sorte de disque étoilé. Alors, je me dis, un disque étoilé, tiens. Ça me fait penser à Krull. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de ce film où il y a ce jeune prince qui découvre un peu ce sort de... Je crois que ça s'appelle le glaive. Sorte de boomerang étoilé à griffes. Bref, ça me faisait penser un peu à ça, mais en fait, c'est plus petit que ça. Donc voilà, je récupère l'objet et je pars rejoindre Stubb et voilà, Red Swift, Maynaf. Et là, je vois que Cthulhu les a attrapés. Alors Cthulhu, il y a ce sort de démon, alors je crois que ça s'appelle un démon brain sucker, quelque chose comme ça. En fait, voilà, c'est vraiment ce Cthulhu hein, qui les a emprisonnés avec ses tentacules, qui a emprisonné nos compagnons. Mais je porte l'amulette du courage, vous vous souvenez, celle que j'ai ramassée tout au début, et cela me permet de résister à son hypnotisation. Alors il relâche mes amis, et je me prépare à tuer l'entité du mal. Enfin, vous voyez là, j'ai pas de chance, et j'arrive à la battre, mais il me reste que 2 points de stamina. Et là, l'aventure va devenir vraiment difficile. Alors, devant nous se trouve la porte de sortie, et 2 pots. Alors l'un en rouge et l'autre en gris. Alors je me dis, pourquoi pas, allez, on fouille les 2 pots. Hein. Dans le rouge se trouve un disque carré, donc un disque étoilé, un disque carré, c'est assez sympa, et puis on a aussi trouvé un disque circulaire, donc tout ce qu'il faut. Et dans l'autre pot se trouve un parchemin. C'est un parchemin qui est ensorcelé. Alors j'arrive à lire et dedans en fait est écrit un sort contre les élémentales de l'air. Donc Gulsang Abidar. Et puis le parchemin se désintègre. Alors là on continue et avec Red Swift, l'elfe, voilà, on arrive devant cette porte
Et là, c'est un moment très très important dans l'aventure. La porte est bloquée par un sort de sortilège qui est écrit en elfe. Donc lui, il arrive à... Nous, on n'arrive pas à le lire, mais on demande à Red Swift, l'elfe, de lire le code. Et là, il fait une drôle de grimace. Mais il nous dit plus rien, mais on arrive à s'enfuir. Et voilà, là, on quitte... c'est assez intéressant, mais on arrive en fait à la sortie des cavernes de la Reine des Neiges. Et on se dit, ça va être la fin du livre. Et non, aventurier, comme vous allez le voir, c'est parti encore pour un bon moment d'aventure. C'est vraiment une histoire assez longue et assez passionnante, hein. Vraiment intéressant comme livre, comment se déroule l'aventure. C'est assez faux quand on se dit, une fois qu'on a tué la sorcière des neiges, on devrait sortir. Mais attendez, on n'est pas tout à fait à la sortie. On pense l'être, mais on y est presque. Et donc voilà, l'aventure s'arrête ici pour l'instant, chers auditeurs, aventuriers. Nous continuons dans l'épisode 16 du podcast dont vous êtes le héros, de savoir ce qui se passe de notre aventurier suivi par ses 2 fidèles compagnons, une fois qu'ils arrivent à l'extérieur des cavernes de la sorcière des neiges. Et oui, c'est bien une toute nouvelle aventure qui nous attend. Ce livre est vraiment impressionnant sur sa longueur. C'est vraiment une petite campagne en fait qu'on est en train de jouer, de jeu de rôle, magnifique d'ailleurs. Voilà, sur ce, je vous propose qu'on se quitte sur un morceau de musique, et pour réchauffer un peu la température, je vous propose d'écouter le groupe Can avec un morceau intitulé Vitamin C. Voilà, auditeurs, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut les aventuriers. Christmas and all, or she is stepping on a